Je m'appelle Xavier Crétier, je suis professeur de sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et j'ai fait une étude sur la base de notes et de documents de l'administration pénitentiaire concernant 353 djihadistes actuellement incarcérés en France. D'abord, en ce qui concerne la nationalité, on peut avoir l'idée que les djihadistes incarcérés en France sont massivement issus de l'étranger et des flux de migration syrienne. Ce n'est pas du tout le cas. Pour 81% d'entre eux, ils sont français et même 87%, ils ont une nationalité d'un des pays européens. Le deuxième élément concerne peut-être leur passé criminel. Il y a une thèse très en vogue, en particulier dans les milieux policiers, qui tend à dire que les djihadistes sont massivement des primo-délinquants qui ont reconverti leur savoir-faire violent dans la cause salafo djihadistes. Or, ce n'est pas du tout le cas, en tout cas, ce n'est pas le cas de la majorité d'entre eux. Ça peut être le cas d'un Koulibaly ou d'un Mohamed Merah, mais pour plus de 57% d'entre eux, ils n'ont jamais eu de passé criminel. Et le troisième élément, c'est leur passé psy. On a dans l'idée que les djihadistes sont des fous, or c'est totalement faux. C'est pas moi qui le dis, ce sont les psys qui les ont étudiés dans le cadre des notes que j'ai observées. Pour 92% d'entre eux, ils n'ont aucun trouble psychiatrique. Ça veut dire que vous avez à peu près 8% de cas psychiatriques, ce qui est bien inférieur à la population carcérale française, où on estime qu'on a à peu près 30% de cas psychiatriques, et ce qui est même d'ailleurs un peu inférieur à la moyenne nationale en France. Par contre, ce qui est très clair, c'est que plus le temps passe, plus ces éléments avec des problèmes psy sont importants. Le meilleur exemple que l'on peut donner, c'est évidemment Mohamed Laouej Boulel, le conducteur du camion de Nice, qui lui, très clairement, avait un profil de grande fragilité, de grande détresse psychologique, et un profil psychiatrique assez lourd, si l'on en croit ce qui a été dit pendant le procès de Nice. Ce qui est certain, c'est qu'ils viennent assez peu de milieux ruraux. 3% des djihadistes sont issus de villages. Ça reste un phénomène urbain et un phénomène qui touche, on va dire, massivement les grands lieux d'urbanité, Paris, Lyon, Marseille, Lille, etc. Mais pas seulement. On voit que quasiment toute la France est touchée. Et puis vous avez également le fait que l'implantation des djihadistes ne correspond pas du tout à la carte migratoire. Et j'en prends pour exemple la zone Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire, où il y a une très forte implantation djihadiste, alors que c'est la zone où l'implantation migratoire est la plus faible en France. Ils viennent de familles pauvres, c'est ce qui vraiment est marqué. 6% a été dans des familles issues de la grande pauvreté, 32% de la pauvreté. Donc on a quand même des gens qui sont issus majoritairement de familles qui ont des niveaux inférieurs au SMIC, voire extrêmement inférieurs au SMIC. Seuls 15% d'entre eux ont une activité professionnelle stable sous la forme d'un CDI. L'immense majorité, c'est donc des emplois extrêmement précaires et pour presque 30% d'entre eux, quasiment aucun emploi. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que 60% de ceux qui sont partis en Syrie en zone de guerre étaient mariés avec enfants contre 40% des célibataires. Contrairement à d'autres luttes où le fait d'être marié ou le fait d'avoir des enfants était un frein à l'activisme armé, le fait d'être marié et des enfants est plutôt un encouragement à l'activisme armé. L'engagement djihadiste, c'est pas un engagement pour soi, c'est un engagement pour tout son milieu, pour sa femme, c'est un projet de vie véritablement. En ce qui concerne la pratique religieuse avant l'incarcération, 28% d'entre eux avaient une pratique religieuse faible et 4% d'entre eux une absence totale de pratique religieuse. Ce qui fait qu'on a presque 30%, donc à peu près un tiers du corpus, qui avaient un détachement assez fort vis-à-vis de la religion. Chez les djihadistes, on estime qu'on a à peu près un tiers de convertis, c'est-à-dire des gens qui appartiennent à d'autres religions. Ça ne veut pas dire que ceux qui restent sont tous issus de familles musulmanes extrêmement pratiquantes. Plus de la moitié sont issus de familles musulmanes, mais de familles musulmanes très peu pratiquantes. Ce sont des gens qui se réinventent une identité politico-religieuse, le plus souvent contre la pratique de leur famille qu'ils jugent décadente et défaillante. Ce qui compte véritablement, c'est la fréquentation des réseaux virtuels et de l'Internet pour plus de 70% d'entre eux, les relations amicales, la socialisation amicale au djihad, c'est-à-dire le fait de s'engager dans le djihad parce qu'on a des fréquentations amicales qui nous poussent à le faire. Qu'est-ce qui s'est passé à Lunel ?
Vous avez un changement d'imam dans ce village de l'Hérault, avec un imam qui parlait extrêmement mal le français, ce qui fait que les vieux immigrés qui avaient une bonne maîtrise de l'arabe ont continué de fréquenter la mosquée sans trop de difficultés, mais les jeunes en particulier qui maîtrisaient très mal la langue se sont vite trouvés complètement largués et incapables de suivre les prêches de cet imam et sont partis constituer une sorte de mosquée clandestine dans des halls d'immeubles. Sous l'égide d'un d'entre eux qui se définissait comme plus savant que les autres. Et là, on voit bien comment la socialisation amicale a joué, puisque l'essentiel de ce petit groupe est parti en Syrie, et ils y sont d'ailleurs quasiment tous morts. La quasi-totalité d'entre eux sont poursuivis pour ce qu'on appelle une AMT, une association de malfaiteurs terroristes. C'est un peu une infraction fourre-tout, il y a énormément de choses. On se rend compte qu'une minorité d'entre eux ont été incarcérés pour atteinte aux personnes, c'est-à-dire les crimes ou les volontés d'assassinat ou d'homicide. Mais la majorité d'entre eux sont incarcérés pour soutien logistique, qui peut être extrêmement varié, de l'apport de Kalachnikov à un commando, jusqu'au fait d'avoir prêté 80 ou 100 euros à un de ses amis qui a pu partir sur zone grâce à cette somme. Il y a en effet un nombre de plus en plus important de gens qui sortent de prison. On est un peu plus de 200 personnes qui sont sorties. On est dans un état de droit, donc une fois leur peine terminée, évidemment ils sortent. Alors ils sortent avec des moyens de suivi de la part des services de renseignement, mais ils sortent. Jusqu'à présent, je dirais, il n'y a eu aucun attentat commis par un islamiste qui serait sorti de prison.